La pollution plastique est l'affaire de tous. Et si nous nous réunissions autour d'une table, le temps d'une discussion, de questionnement, de jeux, de moments de partage? Une table ronde où se rencontrent science et bonne humeur. Vous écoutez Microplastique, un podcast inspirant pour apprendre sur le monde de plastique dans lequel nous vivons. Bonjour à tous. Vous êtes prêts à plonger dans l'univers de la pollution plastique marine? Oh là, je sens comme un léger flottement. Je suis Élise Despnous et vous avez peut-être reconnu ma voix. Je vous ai guidée dans la première saison du podcast Les Déferlantes de notre asso de Sea Cleaners, l'ONG qui dépollue l'océan. Bienvenue dans ce hors-série des Déferlantes. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un vrai équipage de passionnés. Chloé Nabédian, journaliste climat, qui incarne le magazine documentaire À la vie, à la terre sur TV5 Monde. Bonjour Chloé. Bonjour Élise. Luciole, artiste et surtout ambassadrice de l'association Aileron. Bonjour Luciole. Bonjour. Sarah Samadi, professeure en biologie marine au Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour Sarah. Bonjour. Et Fred Testo, acteur, humoriste, réalisateur et très concerné par toutes ces questions. Bonjour Fred. Bonjour Élise. Sans oublier le plus fun des ingénieurs de The Sea Cleaners, j'ai nommé Baptiste Jagouri, qui nous a également rejoint à bord. Si vous êtes d'accord, je vous propose dès maintenant de naviguer ensemble autour des grandes questions touchant à la pollution océanique. Baptiste sera notre game master tout au long de cet épisode et pour commencer cette traversée, on embarque tout de suite à la découverte des fonds marins. Bonjour à tous. Ah, c'est complètement différent vu d'ici. Ok. T'es impressionné du coup, c'est ça? Je suis un peu intimidé. Est-ce que je suis assez près du micro? Je l'espère. Alors, on va commencer par un petit jeu qui s'appelle Sonar Surprise. Donc, c'est un peu comme un blind test, mais avec des bruits d'animaux. Ah, oula, oui. Donc, on va vous faire passer des sons qui appartiennent ou qui n'appartiennent pas à des animaux. Il y a des petits pièges. Vous avez des cartes devant vous que je n'ai pas mises, que je vais mettre maintenant, et qui indiquent les réponses. Vous pouvez les visualiser. Alors, les petites cartes. Ah, donc il n'y a plus qu'à choisir en fait dans toutes ces cartes. Alors, vous avez, je vais vous montrer les drôles maintenant, la baleine à bosse, le cachalot macrocéphale, l'orque polar, la mouette rieuse, on va la mettre là, la mouette, le globicéphale noir, Maria Carré, qui est un poisson à part entière, et Whitney Houston. Oui, non, c'est logique. Ça a du sens. Hein. Alors, donc je vais vous passer les 7 sons un par un, et vous allez devoir me dire à chaque son, à chaque fois, à qui ça correspond. D'accord ? Okay. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que vous êtes en équipe. Ah. 2 versus 2. Donc on joue ensemble, Luciole. Donc exactement. Et à la fin, on compte les points. Donc la première équipe, il y en a 7, donc il y a forcément une équipe qui va en trouver plus que l'autre. Et le but, c'est de performer. D'accord ? On est là vraiment que pour gagner. C'est parti pour le premier son. Sur le premier cachalot, là. Ouais, ça ressemble à du cachalot globicéphale. Ouais, globicéphale, je pense. Plus comme le ouais, proche du dauphin. Globicéphale. Ouais. Alors, globicéphale. Vous avez pris globicéphale LV2. C'est ça. Et non, malheureusement, c'était la mauvaise réponse. C'était la baleine à bosse. Voilà. Ah bah, aucune des deux. On reconnaît l'accent quand même derrière. C'est plus baleine à bosse. Quand même. Ah bon ? C'est ouf. Hein. Comme quoi, on est très mauvais. En baleine à bosse. Ok. Alors, ouais, parce qu'elle fait un peu de tout, la baleine à bosse. Elle est, je crois que c'est celle qui clique, qui chante et qui siffle. Elle fait un peu de tout. Ah oui, d'accord. Ah, oui, elle est assez multilingue. Alors, c'est parti pour le deuxième son. C'est plus l'orque ou le dauphin, là, Ouais. Tu vois ce que j'ai ? Genre là, ça fait flipper, on dirait que ça parle, quoi. Ah, d'où Maria Carré et là, j'entends Houston, des en fait. là, c'est mais s'il y a un piège comme ça compte pas. Ça commence déjà à négocier. Ouais. Ah, moi, je trouve ça hyper flippant. Moi, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un. Hein. En fait, c'est une séance de spiritisme déguisé. Mais ouais, de ouf. Toi, tu trouves ça animal comme... Moi, c'est Whitney Houston. Hein, enfin, ça chante, là. C'est Whitney ? Ouais.
Ça chante. Enfin, je sais pas quel bien sûr. animal fait ça. Je dirais c'est plus une dinguerie, dauphin quand même, hein, non? Alors, dauphin à ma droite, Whitney à ma gauche. Ah, J'aurais oui, cru dire ouais. cette Non, phrase un parce jour. que Luciole était parti quand même sur Whitney Houston, c'est ça? Euh, carré. Bah, quelqu'un qui chante, un être humain, mais je Bon, te suis, un je te être suis. Hein. Alors, l'instinct J'ai eu était faux bon, au c'était début. bien une chanteuse. Ah. C'était Mariah Bravo. Carey. Ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est sa musique de Noël que je ne Eh ben connais voilà. plus. Et donc il y a le pliage Ah, en fait. oui, il y a on le met piège, parce toutes que c'est les pas vraiment voix. Ouais, mais ouais, je te disais, c'était un Bravo. chant humain, quoi. Bon, Ok. Bah, un point pour Luciole. Hein. Ouais, en vrai. En vrai, oui. J'ai dit dès le début que c'était un chant humain. Non, vous êtes non, d'accord non. en C'est face vrai. Non, pas du tout. Bon, bah, si c'est pas d'accord. Je veux la bonne entente Purée. entre les peuples. Hein. Bon, alors, troisième son. Ok. La mouette. Bonne réponse. Le shotgun. C'est vrai que c'est plus de la mouette. Ouais, ça, je me hein. rattrape, c'était facile. Je suis Allez, vénère on est pour plus mon Un petit point, vous habitué. avez gagné la mouette. Il y a des petites stats sur la mouette derrière si vous êtes curieux sur les mouettes. Ça. Grâce à toi, on a un point. Ça, Parfait. C'est vrai, un Exactement. point. 1-0. Je dis ça juste pour. Ouais, c'est tendu en tout Ouais, cas. un peu- c'est un peu tendu. ouais. Quatrième son, on est à la moitié. C'est simple. Donc j'hésite entre un Mais singe. je dirais un orque, moi. Et- Orque. On est d'accord sur l'orque là. Moi, j'aurais dit l'orque aussi. mais- Ouais. Ah ouais, mais ils sont rapides à droite. Hein. Eh ouais, Ouais. mais je suis désolé, mais. Bon, c'était effectivement l'orque. Allez. Très bien, 2 points. Grosse Bravo. basse. Hein. Bon, j'allais dire en poisson, mais c'était complètement des mammifères. Le numéro 5. Globicéphale. Mm. Globicéphale. Ouais, la bonne réponse à ma gauche, Ouais, c'est c'est effectivement ce que- le ouais. globicéphale. Globicéphale Tout noir. se joue entre Whitney Houston et le cachalot. Cachalot. quoi. Encore une fois, si j'avais cru en être là un jour. Donc Whitney Houston ou le cachalot, c'est parti. Whitney Houston. Oui, Oui, ouais. Ça, c'était. on se fait avoir deux fois. Ouais, ouais. C'est une bonne réponse, c'était le cachalot. Non, c'était Whitney Houston, complètement, évidemment. Et On a l'embrasse. 2-2. Merci. Quand même. Ouais, donc là, c'est décisif. Alors, à votre avis, est-ce que c'est le cachalot? Le cachalot. Cachalot. On va peut-être dû en mettre une en plus. Mais le cachalot. ou rien. Hein Ouais. Attention, il y a un piège. Ouais, je crois que c'est le cachalot. Ouais, Bien joué. bah, on, très va, bien. on va dire qu'il y a égalité. Égalité parfaite pour ce jeu. Ouais, égalité Super. parfaite. Voilà, on est dans la bonne entente. Alors, les animaux que vous venez d'entendre sont malheureusement à surveiller, Mm. car leur disparition est préoccupante. En fait, les animaux marins, la biodiversité... Même pour Maria Carré. Ouais, ouais, en particulier pour Maria. D'accord. Les animaux marins, la biodiversité marine, c'est les victimes les plus immédiates et les plus visibles de la pollution plastique. En fait, on estime que chaque année, plus de 1,5 million d'animaux marins meurent chaque année. Donc, soit étranglés, étouffés, affamés, mortellement blessés. Enfin, Ouais, c'est énorme. que du fun, ouais. Et 90% des espèces marines sont impactées par la pollution plastique. Donc, ça va du plancton aux grands prédateurs. Et sachant que nous, on est tout au bout de la chaîne alimentaire, eh ben, on avale nous aussi du plastique. On passe au jeu suivant. Allez. Alors, le deuxième jeu s'appelle Question pour un cleaner. Donc, je vais vous poser des questions et c'est la première équipe qui répond le plus vite qui marque un point. Ok. Ok. On s'est un peu inspiré de Burger Quiz. Donc, je crois que Fred Testo, vous avez déjà fait un Burger Quiz, il me semble. Tout à fait, oui. Plusieurs fois, oui. Ouais. Ça s'était bien passé? Pas mal. Pas mal. Bon. Alors, on va vous poser des questions. Donc, en fait, je vais vous donner une catégorie. Il va falloir me dire. Ensuite, je vais vous poser une question et il va falloir me dire si ça correspond à la première partie de la catégorie, à la deuxième partie ou aux deux. Ok. C'est l'équivalent du Oui. sel ou poivre dans Mm. Burger Quiz, pour Mhm. ceux qui connaissent. Donc là, aujourd'hui, le thème, c'est la mer, Mhm. ta mère ou les deux. Donc, si vous pensez que ça fait référence aux océans, vous me répondez. Ta La mère. mère. La mer. Non, pas ma La mère. mère. Ouais. Pardon. C'est gentil, mais non. Si vous pensez que ça fait référence à nos génitrices de manière générale, Ah oui. Ta mère. Ta mère. exactement. Et si vous pensez que ça fait référence aux deux, parce qu'il y a des points communs, Mhm. Les deux. exactement. C'est très simple. Alors, donc faut pas hésiter à gueuler ta mère. Faut, Ouais. faut Ouais. se sentir à l'aise, c'est pas grave, je l'ai prévenu. Alors, la mer, ta mère ou les deux est une source d'inspiration. Les Ta deux. mère. Les deux. Les deux. Pardon. Ouais, je voulais. Ouais, je comprends. Enfin, ça dépend de la relation que vous avez avec votre mère, mais bon, au global, normalement. Ah oui, non, c'est pas vraiment ta mère. Non, d'accord. c'est un peu. Ouais, Le mec qui veut faire de l'humour. Non, c'est bon. on embrasse Nathalie. La mère, ta mère ou les deux a une odeur d'iode. La mère. La mère. Oui. Je crois que ça venait de ma droite. Hein. La mère à qui Après, c'est- La mère à Christian. La mère à Christian, elle sent l'iode. Parce que... Ah oui, Christian. Ouais. Ouais. La Pourquoi mère, ta mère ou les deux rend de multiples services à la planète. Les deux. Les deux. Je crois que ça venait de. C'était là. Non, aussi de l'autre côté. Ouais. Bon, allez, deux, hein, pour égaliser un petit peu. Christian Diode, oui, c'était ça. La mère est acceptée si jamais vous aviez une mère qui rendait. Des Aucun services au service. monde.
La mer, ta mère ou les deux, les études montrent qu'elle se réchauffe dangereusement. La mer. mer. La mer. Ouais. Complètement la mer. Et la mère à Christian. Qu'on embrasse. À cause de l'augmentation d'émissions de CO2 et de sa concentration dans l'atmosphère, la mer se réchauffe. Voilà. C'est un surplus d'énergie thermique qui est stocké par les océans. Alors, toujours la mer, ta mère ou les deux. Sans elle, tu ne serais pas là. Les deux. Bonne réponse. Ça joue plus trop à ma gauche immédiate. Non. Je balance En personne. fait, on écoute en même temps le podcast. Ok. Encore une. La mer, ta mère ou les deux couvre 70% de la surface de la planète. La mer. Ouais, la mer. Les deux étaient bien drôles, sinon. Ouais, ça dépend encore une fois des on les embrasse. On les embrasse. La mer, ta mère ou les deux a le pouvoir d'agir contre le réchauffement climatique. Les deux. Oui, exactement. Émet du CO2 Les deux. Ah bah non. Ta mère. Enfin, pardon. Bah. Pas ta mère, mais les mamans de manière générale, elles émettent beaucoup plus de CO2 qu'elles en absorbent quand même. Bah, du coup, c'est les deux. T'as dit émettre du CO2. Je me suis embrouillé. On va accepter les deux. C'est surtout ta mère. Pardon. Enfin, c'est surtout tendu nos mamans. entre vous deux. Hein. Oui, c'est non, c'est mais- depuis que j'ai dit ta mère. La mère, ta mère ou les deux absorbent du CO2. La mer. Ah, ok. Oui. Ouais. La mer. Maintenant, D'accord. C'était subtil en fait. Oui. C'est très subtil ce jeu. Il ne faut pas se fier au titre. Effectivement, la mer, c'est un puits de carbone pour la planète, notamment grâce au phytoplancton qui fait la photosynthèse. Enfin, la mer, ta mère ou les deux, elle est toujours à 37 degrés. Les deux. Ta mère. Bah non, Ta mère, pardon. la Oh là, mer. putain. Oh là. Bah non, l'océan. Espérons que l'océan ne le soit jamais. Sauf parce quand elle que- a de la fièvre. Oui, c'est ça. Ça serait un peu compliqué. Et ben voilà. C'était fini pour le mini sel au poivre. J'ai pas fait les comptes, mais je crois que Je crois que t'es archi nul, il y moi. a une grosse victoire à droite. Ouais, j'ai pas fait les Ah comptes ouais. aussi. Je crois qu'on était à 5. 4 ou Ah, 5. quand même, t'as un peu fait les Ouais, comptes quand même. ça joue un peu. Hein. Je crois. Tout ça pour le Pas sûr. Donc on est à 2-1 quoi en fait, en gros, pour le moment. Ouais, il y a deux. Il y avait un partout. Psychologiquement, et- c'est un peu dur. Ok, maintenant, on va passer sur des questions un peu plus générales. Donc, ça peut être des vrais ou faux ou des questions ouvertes. Et je vous invite à trouver les réponses, encore une fois, le plus vite possible. Alors, vrai ou faux, plus de 50% de l'oxygène que nous respirons est fourni par les océans. Vrai. Vrai, ouais. Ouais, bonne réponse. C'est fourni grâce au phytoplancton, capable de fabriquer de la matière organique à partir du dioxyde de carbone, tout en libérant de l'oxygène. Donc c'est à la fois un puits de carbone, donc il absorbe le carbone, l'océan, et c'est aussi un producteur d'oxygène. Le premier de la planète d'ailleurs, loin devant les grandes forêts d'Amazonie, qu'on embrasse parce qu'elles sont quand même cruciales. Vrai ou faux, tous les produits plastiques sont recyclables. Faux. On l'a dit en cœur là. Ça sortait du cœur. C'est faux. Alors, il y a souvent confusion entre Ouais. possibilités techniques de recyclage et l'organisation des filières de recyclage. C'est-à-dire que parfois, on peut le faire, mais on n'a pas forcément les moyens pour. Donc, dans les poubelles jaunes, il n'y a que 3 types de plastique qui sont recyclés sur les 7 grandes familles. Il y a les PET, qu'on peut lire P, ça c'est rigolo. Donc, c'est les bouteilles en plastique. Il y a les PEHD, donc c'est les seaux, les outils, et les PP, donc les polypropylènes, il me semble, les bouchons, les pailles. Par exemple, le polystyrène, expansé ou non, c'est aussi recyclable, mais on ne le fait pas. Ah ouais. Parce Ok. qu'on n'a pas les filières pour. C'est dingue. Ah ouais, Ouais. tu vois, je savais pas. On quitte le plastique pour un autre sujet lié à la pollution des océans. Alors, à votre avis, quel est le pourcentage de récifs coralliens sur Terre qui est mort entre 2009 et 2018 ? Donc, on va dire entre 2009 et maintenant. À 5% près. Hmm. On n'est pas à plus de 50%. J'aurais dit un petit peu moins. J'aurais dit un. On va dire à 10% près. Tu vois, un. Ouais, non, À 20 vrai, près, j'aurais en dit un fait. 40. À 100 près. Allez, 25. Ouais, 25 ouais, j'aurais dit 30 à la base. Horrible. À 10%, on va dire que ça marche. C'était 14%. Ouais. Ah oui, 14% j'étais- des récifs coralliens. Alors, sont déjà morts. Après, il y en a 60% qui sont menacés. Ah, mais j'étais sur la menace moi en Donc, fait. ouais, on était sur la menace. Très bien. Vrai ou faux, une tortue marine sur 2 a déjà avalé du plastique. Ouais. Ouais, c'est plutôt vrai. Même certainement plus, en fait. Ouais, Ouais, grave. certainement plus. Si Ouais. on compte les microplastiques. C'est ce qu'on arrive à estimer, mais avec les microplastiques, ouais, c'est toute la chaîne alimentaire. 100%. Ouais. 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 À votre avis, quel est le pourcentage de pollution marine qui vient de l'intérieur des terres ? Alors, je ne sais pas si vous savez, mais la pollution marine, il y a ce qui vient des terres, ce qui vient de la Oui, mer, de la mer. Ouais. de la pêche, etc. Donc, quel est le pourcentage qui vient de la terre ? À 10% près. Quelle pollution? Toutes les pollutions. mais Bah, je voilà. dirais en dessous de 50. Parce que pour moi, le plus gros, c'est il y a la pêche, non? Si on considère toutes C'est les beaucoup, quand pollutions, même, hein. non, je pense que c'est plus Ouais. que ça. Peut-être 60 ou qui viennent 70, de la non Terre. En fait, la pollution qui vient de la terre, c'est les pluies qui rincent dans les villes, dans les forêts, qui amènent vers les cours d'eau, les cours d'eau qui Ah, amènent vers les ok. océans, tout ça. Donc, C'est tout finit par retourner globalement. Ouais, à la mer. ouais. Ouais, je pense que c'est au moins 80%. Eh ben, c'est une bonne réponse. Ah ouais. 80% tout pile, ouais.
Tiens, c'est dingue. Amené dans l'océan vient les cours d'eau et le reste vient de la pêche, effectivement. Ok. Donc la pêche, c'est assez énorme, mais en fait, vis-à-vis de tout ce qui vient de la terre, c'est que 20%, entre guillemets. Mais c'est quand même énorme. Combien de mégots de cigarettes sont jetés par terre chaque seconde? Ouah, À 25 000 près. Ça va être énorme. À 25 000 près en À plus. 25 000 près. Dans le monde? Ouais, À l'instant T. chaque seconde. Là, je sais pas depuis combien de temps je 1 parle. million. 1 million. Un Ok. milliard. 1 milliard à 25 000 près. Non, J'aurais été non. vache si j'aurais fait 1 milliard. Dans le monde. À chaque seconde. Chaque Dans le seconde. monde, je Chaque dirais seconde. 300 000. 300 000. 450, ouais. Ah, bonne réponse. 150 000. Ah, en plus, et ça compte double du coup quand on donne la bonne réponse ou pas? Je sais pas. Ouais, bonne réponse. 150, un peu moins. En fait, c'est un peu moins de 150 000, c'est 137 000. Pour être exact. Donc, chaque seconde, il y a 137 000 mégots qui vont par terre. Alors, à votre avis, toujours, combien de tonnes de déchets plastiques sont déversés par minute dans l'océan? À 5 tonnes près. Par minute. Chaque minute, combien de tonnes de plastique? À 5 tonnes près. C'est vrai que vous voyez peut-être mes réponses depuis tout à l'heure. Non. Non, en fait là j'ai essayé mais ça marche pas. Je sais pas. 10 Un point pour tonnes. l'honnêteté. 70 tonnes? 70 tonnes? Ouais, un 10 peu tonnes, moins de c'est 100 tonnes. Moins de 100 tonnes. Ok, j'ai 100 à ma droite. Qu'est-ce qu'on dit à ma gauche? Je sais pas. Je sais pas, je suis venu aussi pour apprendre, hein, donc C'est je pas n'ai faux, pas c'est pas forcément faux. les réponses. Je sais pas, franchement. Eh ben, c'est 17 tonnes par minute. Ah. Ouais. T'avais raison, t'avais dit. Ouais, au début, j'ai dit 10 tonnes et après, ouais, je sais pas. Non. Donc ça représente à peu près, en fait c'est un peu plus de 17 tonnes, ça représente 1 tonne toutes les 3 secondes de déchets. C'est assez énorme. Punaise. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est constant, quoi. Il me semble que c'est un camion poubelle, c'est ça, chaque minute, qui termine dans l'eau. Ouais. Voilà, c'est en volume. L'avant-dernière question, quels gaz sont produits lors de la dégradation des déchets plastiques? Alors c'est des gaz, le premier est un peu connu, si je vous dis les vaches. Méthane. Le méthane. Bonne réponse. Donc c'est un gaz qui est 30 fois plus puissant et plus dangereux que le CO2. Et le deuxième, c'est l'éthylène. C'est un gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique. Donc en plus, quand on jette un déchet, on contamine l'atmosphère. Et enfin, une question un petit peu plus légère. Pour vous, c'est quoi la définition du biomimétisme? Ah, c'est qu'il faut apprendre de la nature, de son adaptation. C'est ça. En fait, ça consiste à imiter le vivant pour inventer des objets, des matériaux ou des services. Par exemple, il y a un ingénieur dans l'histoire, parce que on m'a présenté comme un ingénieur au début, et c'est le cas. Il y a un ingénieur dans l'histoire qui est très célèbre pour ça, c'était Léonard de Vinci, qui en fait s'inspirait vachement de la nature pour reproduire des engins, que ce soit des machines volantes. Ah oui. Bon, elles marchaient pas, mais il s'en a inspiré, ou même un tunnelier, etc. Et donc les avions aussi, ça s'inspire de la nature. Et en fait, il y a tout un tas de technologies qui s'inspirent de la nature. Voilà. Et des fois, ça peut être éco-friendly. Des fois moins. C'est fini pour moi? Merci. Bravo. Bah, Hein. bravo. Ouais, Je vais revenir, c'est trop il y bien. aura encore un jeu à la fin. Maintenant que nous sommes dans le bain, nous aimerions beaucoup découvrir ce qui vous anime quand vous entendez santé de l'océan et ce qui vous préoccupe. À quel point vous y êtes sensible, jusqu'où vous vous sentez concerné et comment chacun, à votre échelle, vous tentez de changer les choses. C'est donc le moment de discussion salée. Donc, Chloé, qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à la santé de l'océan? Quand vous entendez santé de l'océan, qu'est-ce que ça vous inspire? De par mon métier, c'est vrai qu'en tant que journaliste, on a beaucoup travaillé sur les conséquences, les causes aussi de ce qui est en train de se passer sur l'océan et surtout son importance absolue, puisque c'est un peu notre régulateur global à l'échelle mondiale. C'est lui qui nous permet d'avoir notre climat tempéré, qui arrive à gérer l'apport d'eau plus chaude, d'eau plus froide pour justement que tout fonctionne bien. Et moi, ce qui m'avait interpellée, c'est quand j'ai eu cette anecdote où il y avait énormément de glace au Canada qui s'était mis à fondre à un moment il y a quelques milliers d'années, et ça a fait arrêter le fameux Gulf Stream, ce fameux courant marin nord-atlantique qui permet justement de drainer les eaux chaudes vers le nord et les eaux froides vers le sud. Et quand tout s'est arrêté, eh bien justement, là, la problématique s'est posée. On est tombé dans une espèce d'hiver extrêmement froid dans ces régions. Et c'est le film Le Jour d'après, d'ailleurs, qui s'est emparé de cette anecdote et de ce qui s'était passé pour faire son film catastrophe où on voyait justement cet hiver éternel à New York. Et ça montre à quel point l'océan aujourd'hui nous protège de tout ça. Il absorbe en plus l'excès de chaleur à hauteur de 93%, ce qui est absolument énorme, mais il le fait même quand il fait encore plus chaud. Donc en fait, il se rend malade
pour finalement arriver à rééquilibrer les choses. Et c'est pour ça que c'est aussi important de le préserver. Et en fait, vous êtes passé de journaliste météo à journaliste climat. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre climat et météo? Parce que les gens ne font pas forcément la différence. Oui, finalement, c'est une extension assez naturelle parce que c'est des cousins. La météo, c'est l'événement à l'instant T qui se passe. Donc, si vous avez une mauvaise note à un moment en français, par exemple, et vous avez un 5, alors que d'habitude, votre moyenne générale est très bonne, c'est plutôt un 15. Et ça, c'est plutôt le climat. C'est l'étude justement de cette météo ponctuelle sur au moins une trentaine d'années. Et finalement, c'est un domaine qui est très transversal, tout comme la météo, puisque ça nous impacte sur tous les domaines. Donc, c'est pour ça que c'est souvent très lié et proche. Mais souvent, les climato-sceptiques s'emparent justement de la confusion qu'on peut avoir entre météo et climat, notamment quand il y a des hivers très froids. Je me rappelle de Donald Trump qui disait, lorsqu'il y avait un ressenti à moins 50 à Chicago, le réchauffement climatique revient parce qu'en fait, on a quand même besoin de toi. Alors que justement, le dérèglement climatique peut apporter ce froid extrême avec ces coulées d'air polaire qui peuvent nous arriver dessus sans prévenir. Donc, c'est pour ça qu'on parle plutôt de dérèglement que de réchauffement pour éviter la confusion et montrer que c'est un dérèglement global et ça peut être dans l'extrême, quel qu'il soit. Et là, vous incarnez donc l'émission, le magazine documentaire À la vie à la Terre sur TV5 Monde. Est-ce que vous avez des projets dont vous pourriez nous parler pour les prochains numéros de ce magazine? Oui, là, on est parti ensuite justement cet été pour la fonte des glaces. On avait fait pourtant d'autres tournages qui nous avaient un petit peu retournés au Congo et au Cameroun notamment, mais je trouve que la fonte des glaces et en Suisse en particulier, il y a eu un sentiment de prise de conscience de cet effet de non-retour. C'est-à-dire qu'on les voyait totalement disparaître. On voyait une sorte de cimetière de glaciers, puisque le glacier, quand il fond, laisse encore sa trace au sol. C'est une trace marron et on voit bien la limite entre le reste de la montagne qui est encore un petit peu plus vert puisque de la mousse qui arrive. Et lui, il laisse sa trace marron. Donc, on voit son passage, on voit qu'il a été là, on voit à quel point il a énormément fondu. Et donc, ce sentiment qu'on ne peut pas revenir en arrière, en fait, est très fort. Et surtout, on a vu cette forêt qui est en train de grimper en altitude. Donc, une nature qui tente coûte que coûte de s'adapter. Et il y avait 3 mots d'ordre pendant ce tournage, c'était soit on s'adapte, soit on migre, soit on meurt. Et je pense que c'est valable pour la nature, mais c'est valable aussi pour les humains aujourd'hui. Merci. Quel est le jour de diffusion Alors, c'est le 26 octobre pour les glaces et en Suisse. Et ensuite, on part au Sénégal là, en novembre, cette fois-ci, pour la biodiversité. Très bien. Merci, Chloé. Merci. Sarah, qu'est-ce que ça signifie pour vous, justement, quand on parle santé de l'océan, quand vous entendez des témoignages, ou que vous entendez des émissions, que vous voyez des reportages, de par votre regard de scientifique, puisque c'est votre métier? Donc moi, je suis dans des équipes qui s'intéressent à la biodiversité et aux origines de la biodiversité. Donc l'océan, c'est particulièrement intéressant pour nous parce que c'est l'endroit le plus inaccessible. C'est là où il reste beaucoup de choses à connaître et à découvrir. Et c'est des endroits où de façon générale, on manque de connaissances. Donc, la question de la santé de l'océan, elle ouvre plein de questions, en fait, parce que on sait finalement très peu de choses. On donne des grandes affirmations qui sont la plupart fausses, en fait, parce qu'on manque de connaissances. Comme quoi, par exemple il y a quelques dizaines d'années, on était persuadé que l'oxygène venait essentiellement de la forêt tropicale. Et puis, les recherches avançant, on s'est rendu compte que c'était essentiellement l'océan. Il y a 30 ans, on pensait que c'était les forêts tropicales. Donc, on a complètement changé parce qu'il y a eu des recherches sur l'océan. Donc, aujourd'hui, on affirme que c'est l'océan, mais il y a encore plein de choses dans les affirmations qu'on a qui seront certainement fausses. Donc, par exemple, tout ce qu'on dit sur le rôle de l'océan dans la régulation, par exemple, du carbone, c'est très intéressant, c'est hyper intéressant, mais probablement que la plupart des affirmations qu'on a sont fausses, parce qu'on manque de connaissances, parce qu'on n'a regardé qu'une très petite fraction de l'océan, que la surface, très peu sur le fond, et il y a beaucoup de choses à apprendre et à construire. On construit beaucoup d'hypothèses à partir de très peu de données sur l'océan,
Et donc, on a plein d'idées fausses. Donc, dans les idées fausses, si on parle de santé des océans et des déchets, pendant très longtemps, on n'a même pas pensé que nos déchets tombaient forcément au fond des océans. Et que forcément, partout dans l'océan, on allait retrouver du plastique. Donc, de façon assez récente, finalement, les gens qui travaillent sur la biodiversité, qui s'intéressent aux organismes qu'il y a au fond de la mer, ils ont trouvé du plastique dans tous les organismes, y compris à 10 km de fond. Et ça, au début, ça a étonné les gens. En fait, c'est pas étonnant. C'est logique. Mais ça montre bien l'étendue de l'ignorance. Et que, le plus grand risque pour l'océan, c'est toute cette ignorance, en fait. C'est qu'on manque énormément de connaissances. Donc, on dit des choses, on a des tas d'a priori qui sont même parfois bien pensants, c'est-à-dire qu'on dit il faut le protéger, il faut ceci, il faut cela. Oui, mais avant tout, si on veut le protéger, il faut le connaître. Mais comment vous expliquez cette ignorance, ce déni, cette affirmation de chiffres qui sont démentis quelques années plus tard et qui ont encore cours, puisque bientôt, dans quelques années, on démentira aussi ce qu'on apporte aujourd'hui comme connaissance? Alors, c'est pas du déni, c'est juste que on construit la connaissance scientifique, c'est construire des hypothèses à partir de ce qu'on connaît. Donc, quand on connaît peu de choses, on fait une hypothèse, mais comme on connaît peu de choses, elle sera forcément fausse. Donc, pendant l'exploration du domaine océanique, par exemple, profond, a commencé qu'à la fin du 19e siècle. Donc, au milieu du 19e siècle. Au milieu du 19e siècle, les gens ont commencé à avoir un raisonnement scientifique sur ce qu'on observait dans l'océan. Donc, en particulier, Edward Forbes, qui a commencé à regarder en Méditerranée, il a constaté que plus on allait profond, moins il y avait d'organismes. Donc, il a pris 3 points, 4 points. Il a fait une régression, c'est un modèle mathématique, et il a dit, après 600 mètres, il n'y a plus rien. Sauf que c'est complètement faux. Et on le savait déjà, en fait, parce qu'on avait déjà ramené des organismes de plus grande profondeur ailleurs dans le monde. Le problème, c'est que son raisonnement était basé que sur quelques points très localisés, et il a généralisé. Il a utilisé un modèle mathématique, mais avec trop peu de données. Donc, en fait, aujourd'hui, la plupart des modèles qu'on utilise pour parler de l'océan se basent sur des jeux de données extrêmement restreints. Donc forcément, ils sont très bien. C'est ce qu'on peut dire de mieux, sachant les données qu'on a. Mais en fait, on n'a pas assez de données. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Et le plus gros risque pour l'océan, c'est cette méconnaissance, en fait. C'est vraiment, on regarde les choses par la surface, essentiellement, parce que nous, on n'est pas des animaux marins, donc on regarde les choses essentiellement par la surface. On regarde surtout la surface. On regarde surtout les grosses bêtes. Et on ignore en fait l'essentiel du volume, l'essentiel des organismes qui sont petits, qui interviennent comme les microalgues sont dans le plancton, produisent tout cet oxygène. L'essentiel de la biodiversité, on la connaît pas, et donc forcément nos modèles, ils sont pertinents sachant nos données, mais nos données sont pas pertinentes. Elles sont très, très incomplètes. Donc, pour moi, le risque le plus grand pour l'océan, c'est cette ignorance. Et est-ce que vous expliquez aussi tout ça par un manque de moyens et de volonté? Alors, le moyen, oui, parce que l'océan, c'est pas quelque chose de facile à explorer. Parce que c'est de l'eau et que nous, on n'est pas des animaux marins. Donc, c'est pas facile pour nous d'explorer ces environnements. En plus, ça a des propriétés physiques qui rendent les choses pas faciles. On voit pas à travers l'eau. C'est plus facile de cartographier les reliefs de Mars que de cartographier le fond de l'océan, parce que l'eau, c'est opaque, c'est pas facile, en fait. Donc, c'est un endroit qui est difficile d'accès pour nous. Il y a aucun doute là-dessus. Donc voilà. Donc, il y a une véritable difficulté à observer l'océan. Et les moyens, oui, on dépense certainement plus de moyens pour aller envoyer des satellites autour de la Terre pour faire fonctionner les téléphones portables. Elon, si tu nous entends. Voilà, plutôt que de dédier des moyens, même des moyens relativement simples, des bateaux de pêche, les moyens qu'on a pu utiliser, la plongée, etc., peuvent permettre de recueillir beaucoup de données sur l'océan
et on met pas les moyens qu'il faut, ça c'est certain. C'est vrai que ça crée quand même de grandes frustrations. Même nous, à notre échelle, en fait, on peut avoir l'impression parfois de vider l'océan avec une petite cuillère. Mais c'est vrai que les petites victoires qu'on accumule chaque jour, quand on fait des collectes, que ce soit à terre, en mer, avec notre bateau de dépollution à Bali, c'est quand même très encourageant parce que quand on voit les moyens qui sont déployés par Elon Musk ou d'autres milliardaires pour aller explorer Mars ou d'autres contrées dont on se fout en fait pour notre survie finalement, c'est assez frustrant. Luciole, Oui. Luciole, vous vous êtes engagée avec l'association Aileron. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie au départ de vous engager auprès de cette association ? De base, c'est la passion pour les animaux que j'ai depuis toujours, surtout pour les animaux marins. J'aime bien aussi faire du bateau, j'en ai toujours fait, mes 2 grands-pères étaient capitaines. Et en fait, vu que j'ai des réseaux, une plateforme, une communauté, et j'ai toujours fait des vidéos, je voulais transmettre quelque chose qui avait du sens à mes yeux. Donc j'ai commencé à me dire, j'aimerais bien faire du bateau, faire un peu de, pourquoi pas, d'apnée, aller filmer des espèces, etc. Et en fait, je me suis très vite rendu compte de cette ignorance dont on parlait, de cette méconnaissance en fait du grand public, surtout envers les requins, parce que moi je suis dans une association de protection des requins et raies en Méditerranée. Et dès les premières vidéos que j'ai faites, les plus jeunes qui me suivent n'avaient pas la moindre idée qu'il y avait des requins en Méditerranée, ou que même les raies, en fait, de manière générale, ils disaient mais il y a ça, mais t'es à quel endroit, mais on comprend pas et tout, etc. Donc c'était très intéressant de voir que déjà les gens étaient réactifs et que surtout il y avait un peu tout à apprendre, parce que c'est tellement des sujets qui sont pas spécialement populaires ou enseignés. On nous enseigne presque l'inverse, c'est-à-dire d'avoir peur des requins, d'avoir peur de l'océan, la thalassophobie. Enfin, tous les films autour de l'océan, c'est absolument des films d'horreur à chaque fois, dans 80% des cas. Donc, dans la culture populaire, l'océan et la plupart des espèces sont vraiment maltraités, je trouve, et ont une très, très mauvaise réputation. Donc, mon objectif, c'est surtout de les faire connaître sous un autre regard, avec plus de bienveillance et surtout de cohérence, en fait, parce qu'on est sur la planète bleue et l'océan, ça devrait être notre priorité, enfin, d'une certaine manière, dans le sens où on est sur cette planète qui est, comment dire, c'est censé être notre intérêt numéro 1 et au final, on en a peur et on s'y désintéresse. Enfin, c'est très paradoxal, je trouve, alors qu'on est dans cet environnement-là. Donc, la mission vraiment que je me suis donnée, c'est surtout de la vulgarisation scientifique d'une part, et surtout de rendre ça accessible et pourquoi pas donner envie, créer des vocations aux plus jeunes qui me suivent. Oui, parce que c'est vrai que pour les gens, les requins, c'est les dents de la mer. Ah bah oui, complètement. C'est terrifiant. Alors qu'ils sont très très mignons, les requins. Très gentils. Très mignons, très gentils. Et si on les cherche pas, il n'y a pas de raison de... Il n'y a pas de souci, il faut juste apprendre à les connaître. C'est ceux qui habitent sur certaines îles où il y a les requins qui sont un peu plus, cette fois-ci, moins petits ou moins mignons, parce que ça reste des espèces qui sont impressionnantes. Ces gens-là, ils apprennent à vivre avec, ils connaissent les heures où il ne faut pas se baigner, ils savent ce qu'il faut faire, comment les repérer. Donc c'est juste une question de connaissance, en fait. Mais dès qu'on sait où on met les pieds, c'est pas les dents de la mer, ils n'arrivent pas sur une plage à cibler tous les gens qui ont les pieds dans l'eau. Enfin, ça marche pas comme ça, quoi. Mais en effet, les dents de la mer a bien ruiné l'image globale, ça y a aucun doute. Et si on a un bobo, on va pas se faire croquer le pied par un requin. Exactement, ouais. Le sang humain, c'est pas spécialement ce qu'ils cherchent dans leur journée, ni dans leur base de données, on va dire. Mais oui, non, il n'y a pas de risque à avoir, même si je comprends la thalassophobie d'une certaine manière, parce que c'est vrai que c'est mystérieux, c'est impressionnant quand tu as les pieds dans l'eau et que tu regardes. Nous, quand on part en expédition pendant plusieurs jours et qu'on s'éloigne, on est à plusieurs jours de la terre ferme et que il y a des milliers de mètres sous nos pieds et qu'on regarde comme ça et que c'est le puits sans fin, bah même nous, on la ramène pas trop, quoi. On est genre, ok, c'est impressionnant. Même si nous, on adore, ça nous fascine, ok. Ça reste impressionnant, ouais. Donc je comprends, en fait. C'est assez légitime, en vrai, comme peur. Je ne connaissais pas ce mot de thalassophobie. Je sais pas si, non, ouais c'est la peur des gens en peignoir. Et claquettes. Moi, ça me fait pas peur, ces gens-là. Je les accepte. Je pense que ça doit être ça. Moi, j'ai pas de grande culture générale. Je n'ai que bac plus 2. C'est la peur des bains à remous et des jets un peu. Non, vous connaissez pas la thalassophobie ? Pas du tout. Et ben voilà. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis sur les requins, il y avait eu une époque où
il y a un endroit, ils jetaient des carcasses de viande et tout, donc ça attirait les requins. Donc, il y a eu des attaques parce que forcément, on ne jette pas des carcasses de viande à la mer. Ou les endroits où on attire les touristes aussi pour voir le requin blanc. Oui, des vidéos avec des énormes cages. Donc c'est dingue aussi, ça tourne pas rond. Les excursions un petit peu pour aller voir des requins où évidemment ils mettent de l'appât. Plutôt que d'aller plonger. C'est ça exactement, ils se mettent aussi dans les cages, là on voit souvent ça. C'est fou quand ils pensent. Ça aussi, ça a donné des films d'horreur tant qu'à faire. Donc c'est la totale, on coche toutes les cases. Et alors qu'en fait, oui, ce sont... Enfin, comment dire, forcément ils cherchent quoi, c'est vraiment... attirer un requin blanc avec de l'appât, etc. Et après... forcément, ils tournent autour, forcément, et les gens ils crient, dans leur tête, ils vont se faire attaquer, mais en fait, c'est plus des accidents de requins que des attaques de requins à proprement parler. Et c'est ce que raconte, quand on entend les surfeurs raconter leur histoire. Il y en a un d'ailleurs qui avait fait une interview qui avait perdu, je crois, une jambe, il me semble. Enfin bref, suite à un accident, justement. Et il expliquait ça comme ça. Et j'aimais beaucoup sa vision. Il disait que, on reste chez eux. Et forcément, en fait, eux, ils vivent là. Et oui, ils vont croquer parce que, dans le doute, ils savent pas si c'est quelle espèce c'est. Il suffit de faire un peu... de claquements sur l'eau, ils pensent que c'est un poisson mort. Enfin, oui, forcément, il peut y avoir un accident, mais c'est pas une attaque vicieuse de la part du requin de se lever le matin et de se dire genre là je vais aller croquer tous les gens qui se baignent au bord de la plage et je vais ruiner leur vie. Enfin ça marche pas comme ça dans leur tête, mais ça je pense qu'on a un peu trop justement humanisé ces espèces animales là et on pense qu'elles réfléchissent comme nous alors que absolument pas. Et votre prochaine expédition est prévue quelque part là, vous avez un projet immédiat ou dans les mois qui viennent? Pour l'instant, non. Alors potentiellement, mais je peux pas trop en parler ou forcément me projeter. Mais dans tous les cas, on part régulièrement, ça c'est sûr. Et on a tous les ans l'expédition Diable de mer, donc qui est une espèce en Méditerranée, qui est aussi en extinction. C'est des mobulas, donc des raies qui ressemblent un petit peu aux raies manta visuellement. Et du coup, là, en général, on va les observer en juin. C'est la période idéale. Donc voilà. Mais là, en général, les périodes hivernales, on sort un peu moins, quoi. Merci Luciole. Sarah, j'avais oublié de vous demander, est-ce que vous avez justement en ce moment des sujets de recherche ou des projets dans les mois qui viennent? Ah oui, c'est mon métier. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Donc nous, on a des programmes d'exploration des milieux côtiers et profonds. Donc là, on a la prochaine expédition programmée, c'est en Nouvelle-Calédonie au mois de mars. Donc là, on va faire une expédition où on va continuer à explorer la biodiversité méconnue des fonds marins de Nouvelle-Calédonie. Donc on va regarder à la fois des milieux profonds, des milieux côtiers, aussi toute la zone qu'on dit des récifs mésophotiques, donc là où commence à plus y avoir de la lumière pour la photosynthèse. Et là, c'est des équipes qui vont regarder un petit peu tous les organismes, plutôt les invertébrés et les algues que les vertébrés, même si on s'intéresse aussi aux poissons. Et parallèlement à ce projet autour de la Nouvelle-Calédonie, on a un projet qui a commencé il y a 1 an, qui vise à s'intéresser à la pollution microplastique dans les grands fonds de Nouvelle-Calédonie, en utilisant en fait les collections du Muséum d'histoire naturelle qui ont étudier cette diversité depuis 50 ans. Donc, on a des collections qui datent d'une 50aine d'années. Donc, on a des séries temporelles. Et donc, on essaye de valoriser finalement cette bibliothèque que consistent les collections d'histoire naturelle pour essayer de documenter quels sont les plastiques qui sont présents dans les fonds marins en Nouvelle-Calédonie, à quel rythme. Et il y a un programme d'échange avec les populations locales autour de ce projet pour essayer d'échanger sur où vont les plastiques, quels sont leurs devenirs et d'échanger avec ça. Donc il y a un programme avec des écoles qui est en cours d'organisation pour échanger autour de ces problématiques. Merci. Et Fred, alors vous, Oui. Je sais que vous avez des racines en Corse. Et alors, vous, comment, jusqu'où vous vous sentez concerné justement par cette santé de l'océan et est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'évoque pour vous l'océan? Moi, je suis assez... En fait, je suis sidéré par 2 choses. C'est la première, c'est comment justement
à l'école, on n'apprend pas, ou on n'a pas une matière obligatoire qui est s'intéresser à la nature en général, déjà, et être sensibilisé, mais aller dans le concret. Aller vraiment dans la forêt, aller sur la plage, aller dans l'eau, pour étudier tout ça, pour apprendre, pour comprendre. Par exemple, on parlait du mégot tout à l'heure. Comment faire pour, je sais pas, pour être concerné dès le plus jeune âge, pour ne pas justement faire ce geste du... Là, je prends le mégot qui me vient en tête parce qu'on pense aux incendies, justement, en Corse ou ailleurs, hein, mais... Et on voit encore ça, je l'ai encore vu cet été, des gens qui jettent par la fenêtre. Donc, juste pour être déjà concerné dès le plus jeune âge, dans le concret. Parce qu'aujourd'hui, on est submergé par les réseaux sociaux, Internet, tout ce qu'on voit. Donc, on voit plein de choses. Et en fait, très vite, on peut passer 30 minutes sur un téléphone portable ou une tablette et croire, en fait, qu'on a fait quelque chose, qu'on a aidé par un like ou autre. Alors, c'est sympa, c'est intéressant, mais finalement, on se détache encore plus de la réalité. Donc, moi, je me dis que c'est quelque chose. Après, il y a des gens qui prennent des décisions pour ça, où on devrait créer carrément une matière générale à l'école. Et la deuxième chose pour laquelle j'hallucine, c'est moi, j'ai l'impression que quand on était petit, dans les années 80, on se disait, tiens, un jour, il y aura ça, peut-être ça existera. Et aujourd'hui, ça existe. Par exemple, concrètement, des petits bateaux à l'hydrogène sur foil qui font pas de bruit, pas de vagues, pas de pollution. Et on a encore des gros trucs. Alors, je parle même pas des cargos qui parcourent le monde pour nous amener des avocats de l'autre bout du monde. Voilà. Et en fait, ces trucs-là, ils existent, mais ils sont pas mis en fonction. Donc, c'est comme les minibus qui roulent à 30 km/h dans Paris et qui pourraient aller dans toutes les rues de Paris, déjà, qui pourraient aller partout. On pourrait les démultiplier. Ils peuvent rouler à l'hydrogène, ça pollue plus du tout pour la santé déjà de l'humain. Et on est encore avec des bus au diesel qui devaient être interdits à 25 ans. Le mauvais rapporte plus d'argent que le bon, en tout cas. Ben on se retrouvera dans cette situation-là où il faut... moi, je me souviens, la première fois qu'on a parlé de ça ensemble, de se dire qu'il faut réunir de l'argent. On n'arrive pas à trouver l'argent pour faire un bateau énorme qui avale tout le plastique. Rien que ça, c'est super compliqué. Quand d'autres choses sont résolues en 48 heures, voilà. Donc, on n'est pas là pour faire de la politique, mais on sait qu'il y a des... priorités. Voilà, il y a des priorités. Pour l'instant, c'est le monde des... le monde des malveillants qui gagne, qui l'emporte, malheureusement. Voilà. Et ce qu'on peut déplorer, oui, c'est le manque de volonté politique, le manque de mobilisation de moyens pour que des petites solutions passent à une échelle supérieure et soient très, très efficaces tout de suite. Pour parler de nous, par exemple, que ce soit pour notre gros bateau, le Manta, qui coûte une certaine somme, mais à l'échelle d'une association, c'est beaucoup. À l'échelle de grosses entreprises, c'est pas grand-chose. Ou nos petits Mobula, les bateaux qui dépolluent, on les appelle les Mobula. Mobula 8, Mobula 10, mais ça aussi, on devrait pouvoir les passer à une échelle industrielle et on comprend pas non plus pourquoi on n'a pas cette volonté politique et plus de dynamisme et de volonté pour s'engager dans une autre voie. On est là-dedans. Après, ce qui est super, c'est de pouvoir en parler là et d'avancer, et de se dire que demain, ça peut être... c'est une émission démultipliable grâce aux moyens aujourd'hui, au moins. Pour ça servira à quelque chose. Les réseaux sociaux, d'étendre l'info et d'espérer que ça devienne une matière à l'école. Comme le théâtre. On se dit, les gens, ils se parlent pas assez entre eux. Pourquoi c'est pas une matière depuis des années juste l'expression orale, en tout cas. Se parler, faire des débats. J'avais une prof qui faisait ça en CM1. Bon, c'est la seule fois de toute ma scolarité où j'ai eu ça. Et le matin, elle arrivait, et moi, je m'en souviens encore. Et alors, comment ça va qu'est-ce que vous avez fait hier? Ah bon, t'as regardé un western? Parce qu'à l'époque, on regardait beaucoup de western, le mardi soir. Et ah bon, c'est bien. Et qu'est-ce que tu penses alors Et puis, ça tout de suite, ça dérapait dans l'historique. Mais avant, alors, qui habitait là avant? Les Indiens? Ah bon? Mais non, pas du tout. Etc. Et ça permettait de dialoguer entre nous, comme le fait de ne pas mettre de notes. Je me souviens, on n'avait pas de notes, et pas de premier, pas de dernier. Si j'étais meilleur que toi en maths, je t'aidais. Toi, tu m'aidais pour apprendre ma poésie. Et du coup, il y avait une sorte d'esprit d'équipe. Donc ça aussi, c'est une façon d'enseigner, une façon
Voilà. Donc, retrouvez-moi sur mon podcast comment améliorer le monde. Le collectif. Et quels sont vos projets là dans l'immédiat ou dans les mois qui viennent? Parce que quand on est acteur, auteur, réalisateur, on a un espace-temps qui peut être différent d'une autre aussi. Tout à fait. Déjà, c'est d'essayer d'être à l'initiative de projets, de produire des projets, d'être derrière et d'essayer de les amener sur des idées, des sujets qui m'interpellent, qui m'intéressent. J'ai un projet donc collectif de film sur une comédie sociale et j'espère sur un père et sa fille et sur l'idée du départ à 18 ans quand on doit partir aller faire ses études et qu'on est un petit peu comme ça, très liés. Et du coup, ça provoque un petit choc émotionnel chez le père que je me ferai un plaisir de jouer. Et donc voilà, j'ai ce projet-là que j'aimerais aussi réaliser. Et donc l'idée, c'est d'être entre l'émotion et la comédie. Voilà. Et là, vous avez une série en ce moment sur une plateforme ? Ah oui, tout à fait. En ce moment, on peut me retrouver sur OCS dans une série qui s'appelle Rictus. C'est une dystopie, donc c'est une comédie dystopique sur un monde dans lequel le rire a été interdit. Parce que considéré comme trop dangereux, créant trop de problèmes, le président a préféré interdire le rire. C'est génial. Pour le bien de tous, évidemment. Parce que ça commence toujours comme ça. C'est comme Black Mirror sur Netflix, tous les épisodes, c'est ça. À chaque fois, c'est pour nous faire du bien. Par contre, c'est ce qu'on n'a pas trouvé dans le plastique, parce que ça nous fait pas du bien, apparemment, puisqu'on en bouffe tous les jours. Et ça, c'est scandaleux. L'équivalent d'une carte de crédit par semaine. Et ça, c'est fou. Ouais, on n'arrive pas à le croire, ça. C'est dingue. Nous sommes tous concernés, donc je sais pas. J'espère qu'on va trouver des solutions. Parce qu'il faut rester positif. Absolument, absolument. On reste positif. Et merci à tous les 4. Et on se retrouve très vite pour la seconde partie de ce hors-série des Déferlantes.